Dans les terres hautes et silencieuses du Cantal, où les montagnes grattent le ventre des nuages, se niche le village de Rochesombre. C'est là que vivait Gaspard Moreau, un homme dont l'existence était rythmée par le cycle immuable de la forêt. Bûcheron de père en fils, ses mains étaient aussi dures que l'orle, écorce, et son âme aussi simple que le fil de sa hache. Chaque matin il s'enfonçait dans la forêt ancienne, un royaume de silence et d'ombre profonde qui le nourrissait. Il en connaissait chaque sentier, chaque murmure du vent dans les feuilles de chêne, chaque odeur de terre humide et de résine. Il respectait cette nature puissante, car il savait qu'il était qu'un invité toléré sur ces terres, un homme vivant de sa générosité. Au plus profond de ces bois, là où la lumière du soleil peinait à percer le dense feuillage, se dressait une légende vivante, le hêtre patriarche. Était un colosse millénaire, un géant dont le tronc noueux ressemblait à la peau ridée d'un éléphant, et dont les branches élevaient vers le ciel, comme les bras d'un dieu endormi. Une loi non écrite, plus ancienne que les pierres de l'aile, église du village, interdisait à quiconque de porter la hache contre lui. Les anciens disaient que cet arbre était pas seulement du bois, mais le cœur même de la forêt, une ancre reliant le monde des hommes à celui des esprits silencieux qui peuplaient les lieux depuis la nuit des temps. Le toucher, était réveillé une colère endormie. Cette paix ancestrale fut brisée par l'arrivée d'un étranger. Un marchand venu de la ville, vêtu de tissu fin, et dont les yeux brillaient d'une lueur calculatrice. Il cherchait un bois d'exception, une pièce unique pour un riche client, et son regard se posa sur les récits du hêtre patriarche. Il trouva Gaspard et lui présenta une offre qui fit vaciller le cœur du bûcheron. Une bourse en cuir, lourde et pleine de pièces d'or qui scintillaient d'une promesse indécente. L'or luisait, promettant une vie sans la morsure du froid sur la peau, sans la douleur des muscles fatigués, une vie de confort et de facilité loin du labeur quotidien et de l'incertitude des lendemains. La bourse pesait lourd dans la main de Gaspard, mais les traditions de ses ancêtres pesaient bien plus lourd sur sa conscience. Pendant un instant, il vit les visages de ceux qui l'avaient précédé, il entendit les avertissements murmurés au coin du feu durant les longues veillées d'hiver. Mais le tintement des pièces d'or était un chant puissant, une mélodie enjôleuse, qui parlait de pain chaud sur la table, et de feu crépitant dans l'aile, âtre sans fin. L'avidité, tel un venin doux et chaud, se répandit dans ses veines, anesthésiant la peur et la raison. Il se persuada que ce était qu'un arbre, après tout. Du bois destiné à pourrir un jour ou l'autre. La décision était prise. Ce soir-là, un son sinistre troubla le calme de Rochesombre. Était le bruit régulier de la pierre à aiguiser glissant sur l'acier de la plus belle hache de Gaspard. Sous la lumière blafarde de la lune, la lame polie renvoyait des reflets froids, comme un éclat de glace porteur de mort. Un nœud d'angoisse serrait la poitrine du bûcheron, une sensation désagréable qu'il tentait de noyer dans des rêves de richesse. Il se répétait que les vieilles histoires étaient que des contes pour effrayer les enfants, des superstitions d'un autre âge. Pourtant, au plus profond de son être, une petite voix lui criait qu'il s'apprêtait à commettre un sacrilège dont il ne mesurerait les conséquences que bien trop tard. À l'aube, alors qu'une brume épaisse s'accrochait encore au flanc des montagnes, Gaspard pénétra dans la forêt ancienne. Un silence de mort l'accueillit. Les oiseaux étaient tus, le vent avait cessé de respirer. L'air était lourd, stagnant, comme si la forêt tout entière retenait son souffle, en attendant le crime à venir. Chaque craquement de branches sous ses bottes résonnait comme un coup de tonnerre dans cette quiétude anormale. Il sentait sur sa nuque le poids de milliers de regards invisibles, une réprobation muette qui émanait des troncs sombres et des fourrés impénétrables. Il était plus un invité, mais un profanateur, et la nature le lui faisait sentir. Arrivé devant le hêtre patriarche, Gaspard fut un instant paralysé par sa majesté. L'arbre était pas une simple plante, était une cathédrale de bois et de feuilles, un monument érigé par le temps lui-même. Secouant la tête pour chasser ce respect importun, il empoigna sa hache, et frappa de toutes ses forces. Mais le choc ne produisit pas le son sec et familier du bois qui se fend. Ce fut un bruit sourd, humide et profond, une plainte étouffée, qui sembla remonter des racines les plus lointaines, comme si la terre elle-même venait de recevoir une blessure mortelle. Aveuglé par l'aile éclat de l'or, Gaspard ignora ce terrible présage, et frappa encore, et encore, scellant son destin à chaque coup. Il rentra chez lui à la tombée de la nuit, le corps brisé par l'effort et l'esprit étrangement vide, tentant de ne penser à la récompense qui l'attendait. Il rangea ses outils, mangea sans faim et s'effondra sur sa paillasse,
cherchant un sommeil qui refusait de venir. Dehors, la nuit était d'un noir d'encre, sans lune ni étoile pour la percer. C'est alors qu'il l'entendit pour la première fois. Un son porté par une brise soudaine et glaciale qui s'insinuait par les fentes du bois de sa cabane. Ce N était pas le sifflement familier du vent des montagnes. Était un murmure bas, presque un chuchotement, une plainte longue et sinueuse qui semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un, dans l'obscurité. La nuit suivante, le murmure revint, mais il N était plus au dehors. Il S était glissé à l'intérieur, serpentant depuis les coins sombres de la cabane. Gaspard se redressa d'un bond sur sa paillasse, le cœur battant à se rompre. Le son était plus clair, plus intime, comme si quelqu'un chuchotait juste à côté de son oreille, une plainte sans mots, qui portait en elle le froid de la terre profanée. Il alluma une lanterne, ses mains tremblantes projetant des ombres dansantes sur les murs. Il fouilla chaque recoin, regarda sous son lit, derrière le maigre rideau. Il n'y avait rien. Absolument rien. Pourtant le son persistait, insaisissable, se moquant de ses sens et s'infiltrant dans son esprit comme un poison. Ce soir-là, il comprit que les portes et les murs ne suffiraient pas à le protéger. Au fil des jours, la peur de Gaspard mua en une paranoïa glaciale. Le monde extérieur, autrefois son royaume, devint une source de terreur. Il ne se sentait plus en sécurité, même sous le soleil de midi. Chaque ombre semblait étirée un peu trop, chaque craquement de branches dans la forêt voisine sonnait comme un pas furtif. Il commença à voir des mouvements à la périphérie de sa vision. Des formes sombres et fugaces, qui disparaissaient dès qu'il tournait la tête. Était-ce la fatigue? Ou l'œuvre de sa conscience coupable? Il tenta de se raisonner, de s'accrocher à la logique du bois et de la pierre, mais la sensation être constamment épié ne le quittait plus. Il était devenu un prisonnier dans sa propre vie, cerné par un ennemi invisible qui connaissait son crime. L'oppression devint physique, une présence lourde qui pesait sur ses épaules et glaçait l'air de la cabane. Le feu dans l'île, âtre, semblait lutter pour donner de la chaleur, ses flammes paraissant faibles et craintives. La nuit, Gaspard n'osait plus fermer les yeux. Il entendait des grattements légers contre sa porte, comme des ongles, ou des brindilles traînées sur le bois. Parfois, un léger tapotement sur la vitre de l'unique fenêtre le faisait sursauter. Ces événements ne se produisaient que lorsqu'il était seul, ce qui renforçait son isolement. S'il en parlait au village, on le prendrait pour un fou. Le silence était sa seule option, un silence qui l'enfermait avec sa peur, et la chose qui le tourmentait, resserrant son étau un peu plus chaque nuit. Un soir, alors qu'une pluie fine battait un rythme funèbre sur le toit, la distinction entre l'imaginaire et le réel s'effondra. Gaspard était assis à sa table, fixant son reflet déformé dans la lame d'un couteau, quand il sentit un souffle glacial sur sa nuque. Il se figea, chaque muscle de son corps tendu à l'extrême. Lentement, il leva les yeux vers la petite fenêtre noircie par la nuit. Dans le verre humide, il ne vit pas son propre reflet, mais celui d'une silhouette indistincte, debout juste derrière lui. Une forme haute, efflanquée, faite d'ombre et de feuilles mortes. Il n'osa pas se retourner. Il resta pétrifié, le souffle coupé, sentant le poids de ce regard inhumain sur lui. Ilan était plus seul dans la pièce. Terrorisé, incapable de supporter une nuit de plus, Gaspard courut à travers le village endormi jusqu'à la petite masure où vivait Mère Odette. La vieille femme était une relique d'un autre temps, ses mains noueuses comme les racines d'un chêne et ses yeux porteurs d'une sagesse que les livres ignorent. Il frappa à sa porte, le souffle court, le visage blême sous la lueur de la lune. Quand elle ouvrit, il s'effondra presque à ses pieds, déversant son histoire dans un flot incohérent de mots brisés. Il parla de l'or, de la hache, du son humide, du bois profané, des murmures dans les murs, et de la silhouette efflanquée qui hantait les lisières de sa vision. Une confession arrachée par une peur plus profonde que la mort. Mère Odette Edley écouta sans un mot, son visage ridé aussi impassible qu'une pierre tombale. Il n'y avait ni surprise ni pitié dans son regard, seulement la gravité d'une connaissance ancestrale qui se confirmait une fois de plus. Le silence qui suivit la confession de Gaspard était plus lourd que les ombres qui s'entassaient dans la pièce. Finalement, elle hocha lentement la tête, un mouvement à peine perceptible. « Imbécile !» chuchota-t-elle, sa voix un craquement de feuilles mortes. Ce n'est pas ta conscience qui te tourmente. Tu as brisé le pacte. Tu as réveillé le Sylvain. Le nom résonna dans la petite pièce, un mot ancien et chargé de terreur, qui donna enfin un visage à l'horreur sans nom qui le traquait. Le Sylvain n'est pas une bête que l'on peut tuer avec une lame ou un fusil,
continua la vieille femme, ses yeux fixés sur un point invisible dans l'obscurité. Il est l'âme de la forêt ancienne, son gardien silencieux et hirsute. Il est né des premières mousses et des plus vieilles racines. Il ne punit pas par la morsure ou la griffe, mais par l'esprit. Il s'infiltre dans tes pensées, se nourrit de ta culpabilité, et tisse des cauchemars avec tes peurs les plus secrètes. Il te suit comme ton ombre, te murmure des promesses de folie jusqu'à ce que tu ne distingues plus le vent dans les arbres de la voix qui réclame ton âme. Il est attiré par les sacrilèges, et tu as commis le pire de tous. Elle expliqua que le être patriarche N était pas qu'un simple arbre. C était l'encre du Sylvain, son cœur dormant. Chaque coup de hache de Gaspard n'avait pas seulement fendu le bois, il avait lacéré l'esprit lui-même, libérant une douleur et une colère accumulées au fil des siècles. La résine rouge qui souillait sa lame N était pas de la sève, mais le sang même de l'entité blessée. Désormais, le Sylvain ne cherchait pas vengeance, mais une forme d'équilibre terrible. Il voulait reprendre ce qui lui avait été pris, entraîner l'esprit de Gaspard dans le froid de la terre, pour remplacer la chaleur de la vie qu'il avait volée. Pour Gaspard, il n'y avait plus d'échappatoire. Il ne pouvait que tenter d'apaiser ce qu'il avait réveillé. Les instructions de Mère Odette résonnaient dans sa tête comme un glas, clairs et terribles. Avec des mains qui ne lui obéissaient plus, Gaspard prépara l'offrande. Le pain, pétri avec la farine de sa maigre réserve, semblait aussi lourd qu'une pierre de remords. Le sel, d'une blancheur aveuglante, lui rappelait la pureté qu'il avait souillée. Il retira sa chemise de grosse toile et la retourna, sentant les coutures rugueuses gratter sa peau comme une pénitence. C était le vêtement d'un homme qui cherchait à tromper la mort, un bouclier de superstition contre une colère plus vieille que les montagnes. En quittant sa cabane, il ne jeta pas un regard en arrière, car il savait que son foyer N était plus un refuge. La forêt ancienne l'attendait, baignée dans les lueurs mourantes du crépuscule. Le silence était total, anormal, pas un chant d'oiseau, pas un frémissement de feuilles. L'air lui-même semblait être solidifié, dense et glacial, rendant chaque inspiration douloureuse. Gaspard avançait, ses bottes s'enfonçant dans un tapis de feuilles mortes qui ne produisait aucun son. Il avait l'impression de marcher au fond d'un lac, le poids de l'eau invisible pressant sur ses épaules. La sensation d'être observé N était plus une vague angoisse, mais une certitude écrasante. Des milliers d'yeux invisibles suivaient sa progression, et il sentait le jugement de chaque racine, de chaque branche tordue par le temps. La forêt N était plus son domaine, mais son tribunal. Il arriva enfin dans la clairière profanée. La souche du être patriarche était là, une plaie béante et sombre au cœur des bois. Autour d'elle, l'herbe semblait gelée, d'un vert maladif malgré la douceur relative de la saison. L'air devint si froid que le souffle de Gaspard se condensa en un nuage blanc devant son visage. Le murmure, qui l'avait tourmenté des nuits durant, était plus un son extérieur. Il était maintenant à l'intérieur de son crâne, un bourdonnement incessant et malveillant qui faisait vibrer ses os et menaçait de disloquer sa raison. Était la voix de la douleur de la forêt, une plainte sourde, qui réclamait justice. S'approchant de la souche comme un condamné s'approche de l'échafaud, il sortit l'offrande de sa besace. Ses doigts gourds laissèrent tomber le pain sur la surface plane et humide du bois coupé. Puis il versa le sel en un petit monticule blanc, un point de lumière dans les ténèbres grandissantes. Au contact du sel, un frémissement parcourut la souche, et une résine d'un rouge sombre, semblable à du sang coagulé, commença à suinter des cercles de vie de l'arbre abattu. Le bourdonnement dans sa tête s'intensifia, se transformant en un grondement sourd qui semblait remonter des profondeurs de la terre, une rage pure et primale qui le cloua sur place. Il se souvint de la dernière instruction. Il sortit la branche de genévrier, dont l'odeur âcre et protectrice était sa seule alliée. Il la planta fermement dans le sol meuble, juste à côté de la souche blessée. L'acte était accompli. C'est à cet instant précis qu'il sentit une présence physique juste derrière lui. Ce N était pas une impression, mais une certitude. Une respiration rauque et sifflante, si proche qu'il sentit une buée glaciale sur sa nuque. Une odeur de terreau humide, de champignons et de bois en décomposition envahit ses narines, une puanteur ancienne qui lui coupa le souffle et emplit sa bouche d'un goût de terre. La terreur pure le pétrifia. « Ne te retourne jamais !» La voix de Mère Odette fut comme une bouée dans l'océan de sa peur. Il serra les poings à s'en faire blanchir les jointures, ferma les yeux un court instant pour rassembler les miettes de son courage, puis il pivota sur lui-même, et commença à marcher.
Il n'osa pas courir. Il devait montrer sa résolution, pas sa panique. Le premier pas fut le plus difficile de toute son existence. Tourner le dos à cette chose invisible, à cette respiration inhumaine, était un acte contre nature, une violation de tous les instincts de survie qui hurlaient en lui de fuir ou de faire face. Mais il savait que faire face était impossible. Alors l'assaut psychologique commença. Il entendit d'abord un craquement de branches juste derrière son talon, le son d'un pas lourd qui le suivait. Puis, une voix s'éleva dans la nuit, une voix qui lui glaça le sang car il la reconnut. Était celle de sa mère, morte depuis 10 ans. « Gaspard, mon enfant. Pourquoi pars-tu ? Reste avec moi. » La voix était pleine d'une tristesse déchirante, d'un chagrin infini, conçu pour briser son cœur et le faire hésiter. Il serra les dents, des larmes brûlantes coulant sur ses joues, et continua d'avancer, un pas après l'autre, son regard fixé sur l'obscurité devant lui. Les sons se firent plus terribles, se nourrissant de sa culpabilité. Il entendit le bruit de sa propre hache, frappant le bois, encore et encore, le son humide et écœurant qu'il avait tenté d'oublier. Puis ce fut le cri d'un enfant, perçant et plein d'agonie, qui semblait venir de toutes les directions à la fois. Sa propre voix se mit à crier à l'aide, comme si une autre version de lui-même était torturée juste à la lisière de la clairière. Cécidaire était une cacophonie de ses peurs les plus intimes, une tempête sonore orchestrée par le sylvain pour le briser, pour le forcer à commettre l'erreur fatale de se retourner. Alors qu'il apercevait enfin, au loin la lueur tremblotante d'une lanterne de roche sombre, un fracas assourdissant déchira la nuit. Le bruit d'un arbre gigantesque, s'effondrant juste derrière lui, si proche qu'il sentit le souffle du déplacement d'air sur ses cheveux. L'instinct de se jeter au sol, de se protéger, de regarder le danger fut presque irrésistible. Il trébucha, manquant de tomber, mais se força à rester debout, les yeux rivés sur cette promesse de lumière. Était le dernier test, l'ultime illusion. Il continua à marcher, le cœur battant à se rompre, chaque muscle de son corps hurlant de se retourner. Il jaillit hors de la lisière de la forêt comme un homme qui s'arrache à la noyade, haletant, le corps trempé d'une sueur glaciale. Il ne s'arrêta pas de courir avant de s'effondrer contre le mur de pierre de la première maison du village, la chaleur de la pierre un choc bienvenu contre sa peau. Au moment précis où ses pieds quittèrent la terre de la forêt pour toucher le chemin du village, le silence revint. Un silence absolu, profond, mais cette fois-ci il était vide. La présence avait disparu. Le grondement dans sa tête était tu. Le rituel était terminé. Il avait survécu. Il avait apaisé ce qu'il n'aurait jamais dû réveiller. Gaspard resta là, prostré contre la pierre froide du mur, le corps secoué de spasmes incontrôlables, jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube teintent le ciel d'un gris maladif. Le soleil se leva, non pas comme une promesse de chaleur et de vie nouvelle, mais comme un témoin silencieux et indifférent, qui venait constater les décombres de son âme. Il osa enfin se retourner, le cœur battant la chamade, pour regarder la forêt ancienne. Elle était plus qu'un amas d'arbres immobiles, une masse sombre et inerte à l'horizon. Mais il savait que était un mensonge. Il savait ce qui dormait sous l'été écorce du monde, ce qui écoutait depuis les ombres. Épreuve était terminée, mais la véritable paix ne reviendrait jamais. Il avait survécu à la nuit, mais une partie de lui y était restée à jamais, piégée dans le froid et les murmures. Les jours qui suivirent, Gaspard ne quitta guère sa cabane. Il était devenu un homme brisé, hanté par le silence autant que par le moindre bruit. Le lourd sac de pièces d'or, caché sous une lame du plancher, lui semblait irradier un froid mortel, une corruption palpable. Il finit par le déterrer, ses mains tremblantes refusant presque de toucher le cuir souple. Il n'y voyait plus la promesse d'une vie facile, mais le prix de sa folie, le poids de chaque chuchotement, de chaque seconde de terreur pure. Sans même les compter, il les porta au prêtre du village, les donnant pour la réfection du clocher, un don anonyme et désespéré, en quête d'une absolution qu'il savait ne jamais pouvoir obtenir. Était un fardeau dont il se débarrassait, pas une dette qu'il remboursait. Gaspard ne retourna plus jamais dans la forêt ancienne. Sa hache, autrefois le fier prolongement de son bras, fut remisée dans un coin sombre de sa grange, où elle se couvrit lentement de rouille et de toiles d'araignée. Il devint un homme d'ombre, dont le regard fuyait celui des autres, et dont les cheveux blanchirent en l'espace d'une seule saison. Les villageois disaient qu'il avait contracté une fièvre des bois, une maladie étrange, qui lui avait volé sa force et sa joie de vivre. Seule mère Odette connaissait la vérité. Elle le voyait parfois, assis sur le seuil de sa porte au crépuscule, le regard fixé sur la lisière des bois,
comme un homme qui attend éternellement le retour d'un fantôme. Il avait appris sa leçon, une leçon gravée non sur sa peau, mais sur son âme. Ainsi s'achève l'histoire de Gaspard Moreau, mais la légende du Sylvain, elle, ne meurt jamais. Elle est devenue un avertissement chuchoté au coin du feu, une cicatrice dans la mémoire des hautes terres. Gaspard a survécu à la nuit, mais une part de son âme est restée à jamais prisonnière des racines du être patriarche. Son existence s'est éteinte lentement, ses mains ne touchant plus que le bois mort, ses yeux fixés sur cette lisière qu'il n'osa plus jamais franchir. Car telle est la leçon gravée par sa terreur. Il existe des pactes plus anciens que la pierre, et des gardiens qui ne dorment jamais, attendant simplement qu'une âme avide les réveille de leur long sommeil. Alors écoutez attentivement, car ces règles ne sont pas écrites dans les livres, mais dans le vent qui courbe les cimes des arbres. Le Sylvain n'est pas une créature de haine, il est l'équilibre. Il est l'aile, âme silencieuse des forêts anciennes, et sa colère est celle de la terre profanée. Il est attiré non par le sang, mais par l'aile, écho de l'avidité. Abattre un arbre sacré pour l'or, violer un tabou pour le profit, c'est l'appeler hors de son sommeil millénaire. Il ne vient pas pour tuer le corps, mais pour dévorer l'esprit, pour vous envelopper dans un linceul de peur et de regret jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'une ombre parmi les siennes, errant éternellement dans les bois. Si jamais au plus profond de la forêt vous entendez votre nom porté par une brise glaciale, ne répondez pas. C'est sa première question. Un hameçon pour votre âme. Si vous sentez des pas qui suivent les vôtres sur un tapis de feuilles mortes, ne vous retournez sous aucun prétexte. Le voir, c'est lui donner le droit de vous réclamer. Pour vous protéger, portez un vêtement à l'envers afin de confondre son regard, et gardez sur vous une branche de genévrier, dont l'odeur âcre repousse ce qui est ancien et sans nom. Ce sont là les seules armures, contre une justice qui ne connaît ni la pitié, ni le pardon. Gaspard a suivi ces règles, et a sauvé sa vie, mais il a perdu sa paix. Souvenez-vous donc de ceci. Le Sylvain n'est pas un monstre, il est une loi de la nature, aussi implacable que la gravité ou le passage du temps. Il est le gardien des frontières invisibles, le protecteur de ce qui doit rester intact. Sa justice n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement nécessaire. Il veille à ce que l'humanité n'oublie jamais qu'elle n'est qu'une invitée dans ce monde, et non sa propriétaire. Ignorez ces avertissements, franchissez la ligne avec un cœur lourd d'arrogance, et vous apprendrez, comme Gaspard, que certaines dettes ne se paient pas avec de l'or, mais avec des fragments de votre propre esprit, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Si ces contes anciens et leurs règles de survie vous intéressent, faites-le moi savoir, et je vous raconterai une autre légende.